colloque sur les droits de l'homme fin avril en Guinée équatoriale. Vent debout, l'opposition rejette l'initiative et estime que les violations des dits droits sont monnaie courante dans le pays. En Centrafrique, alors que les combattants du FPRC et de ses alliés font toujours planer la menace d'une marche vers Bangui, le président Touadéra et la MINUSCA affûtent leurs armes pour parer au plus. Au Niger, les autorités volent au secours des paysans frappés par de mauvaises récoltes. À leur profit, il a été initié des distributions gratuites et des ventes à bas prix de vivres. Je condamne cette entreprise de déstabilisation du pays au moment où nous mettons tout en œuvre pour dialoguer et ramener la paix, a déclaré le président lors d'une conférence de presse où il avait fait le point de la situation sécuritaire du pays embourbé dans un conflit meurtrier depuis 2013. Cette déclaration intervient alors que des éléments armés rassemblés à Kaga-Bandoro, dans le centre du pays, menacent de marcher sur Bangui à 300 km plus au sud. L'option de descendre sur Bangui n'est pas exclue, a déclaré jeudi Aboubacar Sidik Ali, chargé de communication du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, l'un des principaux groupes armés qui sévissent dans le pays. M. Abdoulaye Hissène se lance dans une attitude guerrière et irresponsable, accompagné de mercenaires étrangers, a dénoncé le président centrafricain, estimant que pour le moment, ce chef d'une faction du FPRC ne trouve pas l'adhésion recherchée auprès des autres groupes armés. Pour Touadéra, ces derniers veulent la paix à travers le processus en cours sous l'égide de l'Union africaine. L'UA promeut une feuille de route pour la paix en Centrafrique, dans le cadre de laquelle un groupe de facilitateurs ont rencontré ces dernières semaines la quinzaine de groupes armés qui sèment la violence en province. Le président a également annoncé la projection à l'intérieur du pays dans les jours à venir d'unités des forces armées centrafricaines FACA aux côtés de la MINUSCA. L'État n'a de contrôle que sur une maigre partie du territoire national, tandis que les groupes armés s'affrontent dans les provinces pour le contrôle du diamant, de l'or et du bétail dans ce pays qui est un des plus pauvres du monde. Dans un communiqué rendu public vendredi, l'opposition équato-guinéenne soutient que les violations des droits de l'homme sont monnaie courante en Guinée équatoriale et qu'elles sont perpétrées par ceux qui détiennent le pouvoir dans le pays. Cette déclaration est faite alors que le pays abrite un colloque sur les droits de l'homme organisé par le gouvernement. Un colloque que l'opposition équato-guinéenne dénonce, rejoignant ainsi certaines ONG qui critiquent le pays pour ses manquements en matière de respect des droits humains. L'opposition équato-guinéenne soutient par ailleurs que 31 militants ont été condamnés à plus de 40 ans de prison, tandis que d'autres ont été torturés dans les commissariats. Ces informations sont démenties par les autorités du pays, qui déplore une dérive médiatique faussement construite sur la situation des droits de l'homme et de la liberté d'expression en Guinée équatoriale. Pour ces autorités, le pays ne détient aucun prisonnier politique et reste ouvert à quiconque désire constater de visu le respect des standards internationaux en matière des droits de l'homme. Le chemin a été long, jonché d'épines. L'accouchement n'a pas été facile. Mais le bébé est aujourd'hui né avec les dents. Oui, nous pouvons dire que PPS est né et rassemble dans sa généralité des jeunes conscients qui militent pour le développement et pour l'émancipation du peuple béninois. En ce jour où nous voulons lancer les activités du parti, je voudrais nous rappeler que nous avons des problèmes urgents à résoudre. Il s'agit du rassemblement de toute la jeunesse béninoise, de la lutte efficace pour l'affirmation de la souveraineté du peuple, du combat pour la restauration du militantisme, et ceci en fondant notre école politique pour la formation de la jeunesse. Former la jeunesse pour lui donner les outils nécessaires qui lui permettront de bien mener le combat pour la représentation de la jeunesse et des femmes dans les instances décisionnelles et une priorité ici et maintenant. Chers camarades souverainistes,
Nous tendons vers une révolution moderne dans notre pays et nous sommes en avant-garde d'un tel combat. C'est pourquoi je voudrais nous appeler à lutter avec abnégation. Nous devons nous battre pour notre pays, sauver notre pays de la main des imposteurs, faire de notre pays un État souverain où il fait bon vivre. Force est de constater que l'institution judiciaire comme le Parlement se sont prosternés devant l'exécutif. Est-ce que je vais faire des recours devant ces tribunaux ou devant l'Assemblée nationale, etc.? Non, je ne le ferai pas. Alors, qu'est-ce qui me reste comme voie de recours? Les juridictions extérieures. C'est pour ça que j'ai pris une initiative en direction des autres leaders de l'opposition et de la société civile pour leur dire, soyons en bloc, allons déposer un recours auprès de la CEDEAO. Pas sous l'angle de la violation de la Constitution et tout ça, c'est compliqué. Mais sous l'angle de la rupture d'égalité des citoyens devant un certain nombre de droits. Selon les chiffres rendus publics par le Haut Commissariat pour les réfugiés, 385 Nigérians ont été forcés en 2018 de retourner dans leur pays depuis le Cameroun. La majorité d'entre eux ont été contraints de rejoindre le Nigeria durant le mois d'avril. Le 10 avril, par exemple, le HCR a noté que 160 réfugiés et demandeurs d'asile nigérians qui avaient fui vers le Cameroun en 2014 ont été expulsés vers l'État de Borno au Nigeria. Le 17 avril, ce sont 118 demandeurs d'asile qui sont arrivés au Nigeria après avoir été chassés du Cameroun 2 jours plus tôt. Tous avaient fui leur pays pour échapper aux exactions du groupe djihadiste Boko Haram. Au total, 87 600 Nigérians étaient enregistrés comme réfugiés au Cameroun par l'agence onusienne du HCR. Cette dernière appelle encore une fois les autorités camerounaises à s'abstenir de renvoyer d'autres Nigérians et à assurer la protection à ceux qui fuient l'insécurité et la persécution au Nigeria. Doté d'une cagnotte de 200 milliards de francs CFA, le plan de soutien aux populations vulnérables lancé au Niger comprend des distributions gratuites de 50 000 tonnes de céréales dans le mil. Ces distributions sont déjà en cours dans certaines zones du sud du pays et au nord de Niamey où les paysans vivent une disette sévère. De plus, dans le cadre de ce plan de soutien aux populations vulnérables, quelques 80 000 tonnes de vivres seront vendues à des prix largement inférieurs à ceux du marché. Il s'agit précisément d'une vente promotionnelle commencée en février dans certaines contrées très affectées, en attendant le plus important tonnage qui sera mis en vente entre juin et septembre, une période considérée comme étant celle de la soudure et pendant laquelle les greniers sont généralement vides au Niger. Pays très sec de 20 millions d'habitants, le Niger est souvent frappé par de graves crises alimentaires principalement dues à la sécheresse. Contre toute attente cette année, les récoltes sont compromises dans plusieurs villes à cause des inondations qui ont fait 54 morts et près de 200 000 sinistrés entre juin et septembre 2017 selon les Nations Unies. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour de la 3e réunion des experts du Conseil de l'Entente qui se sont réunis dans la capitale togolaise du 17 au 19 avril dernier pour discuter de la sécurité. Cette 3e réunion est consacrée à un dossier spécial, c'est-à-dire le mécanisme en temps de renseignement. Donc, le secrétaire exécutif a commandité une étude
pour proposer aux instances du Conseil ce mécanisme. Cette réunion des experts du Conseil de l'Entente s'est tenue en prélude à la rencontre des ministres de la Sécurité et des Frontières de cette institution qui a lieu à Lomé ce 20 avril. À l'heure où la menace terroriste devient un phénomène planétaire, les pays de l'espace du Conseil de l'Entente ne sont pas épargnés. Les autorités en charge de la sécurité ont pris la mesure de l'importance du renseignement dans la lutte contre ce crime. C'est dire que le renseignement est au cœur des actions de lutte contre le terrorisme ainsi que les autres crimes transnationaux organisés qui menacent la sécurité et la stabilité des pays de la sous-région. Messieurs les experts, vous vous souvenez qu'au cours de nos 2 précédentes réunions, l'accent a été mis sur la nécessité d'un renforcement de la coopération sécuritaire entre nos pays du Conseil de l'Entente, compte tenu du niveau et de la complexité des menaces sécuritaires actuelles. À cet égard, l'option stratégique privilégiée par notre organisation commune est la prévention. Le Conseil de l'Entente, la plus vieille institution ouest-africaine, après 2 réformes dont la dernière survenue en 2011, se fait de plus en plus remarquer à travers ses projets. Vêtues de leur uniforme blanc, elles ont demandé que le gouvernement annule sa décision de licencier la grande majorité des 15 000 infirmières qui avaient commencé une grève lundi. Le mouvement de grève des infirmières avait été amorcé juste quelques semaines après la fin de celui mené par les médecins. Les infirmières estiment que la situation s'était dégradée dans les hôpitaux depuis l'annonce de leur licenciement. Un avis partagé par une patiente de la clinique de Mpilo. Ma situation est préoccupante car depuis que les infirmières sont en grève, personne ne s'occupe plus de moi. Je suis là depuis 2 semaines et personne ne s'occupe de moi. Quand je suis revenue la semaine dernière, les infirmières n'étaient pas là. Ils m'ont dit qu'un médecin allait s'occuper de moi, mais personne ne l'a fait. Les infirmières en grève et leurs sympathisants ont rédigé des lettres avant de les déposer dans des boîtes qui doivent être remises au gouvernement. De nombreuses lettres réclament la réintégration des infirmières. De son côté, le gouvernement a commencé à recruter des infirmières à la retraite et d'autres qui sont au chômage pour remplacer celles qui ont été licenciées. Tout ce que je veux, c'est un emploi et je n'en ai pas. Mais je suis qualifiée pour ce métier, mais je n'ai rien à faire. Tout ce que je peux faire, c'est rester à la maison. Alors je veux vraiment ce travail pour avoir un salaire. Malheureusement, les infirmières et le gouvernement sont dans une impasse. Et les infirmières sont tristes d'avoir été licenciées par le gouvernement. Ici, la situation à l'hôpital est stable. Nous n'avons pas à déplorer un nombre élevé de décès et tout est sous contrôle. Et nous avons commencé à recruter des infirmières au chômage en suivant les instructions du gouvernement. Nous recrutons aussi des infirmières à la retraite qui ont moins de 70 ans. Cette nouvelle grève constitue un test de la volonté de réforme du nouveau président du pays, Emmerson Mnangagwa.